La communion traditionnaliste. C'est le chapitre que je vais vous lire, que j'avais écrit sur l'histoire du mouvement national espagnol dans les années 50. Bien que d'organisation inférieure, inférieure, c'est un peu comme ça, à la phalange, c'est-à-dire la phalange a été mise comme le premier parti, disons, la première regroupation. Hein. Bon. La communion traditionnaliste avait un passé très glorieux. Il faudrait remonter au début de la reconquête contre les morts pour voir la naissance de la communion traditionnaliste. Mais pour abréger, nous citerons que les principales phases de l'ancienne coutume castillane, j'avais mis aragonaise, Aragon n'avait, c'était pas vrai ça, Aragon, ils avaient la loi salique de toujours. Bon, permettait, la coutume castillane, effectivement, elle permettait aux femmes de régner, mais lorsque de régner quand il n'y avait pas un garçon. Bon, mais ça, je l'avais pas vu. Mais lorsque le roi Philippe V monta définitivement sur le trône d'Espagne, le petit-fils du roi Soleil, du roi Soleil de France, de Louis XIV, introduit la loi salique, qui exclut les femmes du trône. Au temps de Charles IV, l'on avait demandé l'abolition de cette loi, mais elle n'avait pas été accordée. Bon, Ferdinand VII avait eu 2 filles de sa deuxième femme, mais ces dernières moururent à leur naissance. Bon, il s'est marié 4 fois, Ferdinand VII. À la mort de la pieuse reine Amélie, le roi se maria avec sa nièce, Marie-Christine de Bourbon-Sicile. Et c'est de ce mariage que naquit, le 10 octobre 1830, la princesse Marie-Isabelle. L'héritier du trône, l'enfant Carlos, frère du roi, était favorable aux actes de l'ancien régime absolutiste. Ferdinand VII, voulant assurer la couronne pour sa fille, fit abolir la loi signée par Philippe V en 1713, qui rejetait les femmes de la succession au trône. C'était le 20 mars 1830. Le rétablissement de l'ancienne coutume des royaumes de Castille, de Charlemagne de Castille avait mis Aragon, mais c'était une erreur, Aragon, d'Aragon, fut reçu avec enthousiasme par les libéraux qui prévoyaient une longue minorité de la future reine et dont la mère, la reine Marie-Christine, leur était favorable. Les absolutistes, dont la fidélité à l'ancien régime et aux traditions séculaires continuèrent alors, contrairement à leurs principes, se déclarèrent en faveur de l'enfant Don Carlos, car ce dernier était favorable à eux. Tout cela, c'était un peu une vision que j'avais à l'époque, un peu, mais que j'ai changé, effectivement. Bon,
Les partisans des deux prétendants dans la haute société espagnole pour la princesse Marie-Isabelle, l'infante Charlotte, sœur de la reine Marie-Christine, épouse de l'infant François de Paule, frère cadet de Ferdinand VII et de Don Carlos. Pour Don Carlos, il y avait la princesse de Beiras, sœur du roi Michel de Portugal, l'évêque de Léon, Monseigneur Joachim Alarca, et une grande partie de la noblesse et du clergé, surtout le bas clergé, surtout le petit clergé et la petite noblesse. En septembre, qui était l'authentique noblesse d'ailleurs, en septembre 1832, le roi tomba malade, victime d'une paralysie, et le 6 octobre suivant, la reine Marie-Christine était chargée des affaires de l'État. Le comte d'Alcudia, ministre d'État et addict à Don Carlos, essaya quelques arrangements entre le roi et son frère, mais ce fut inutile. Alors Ferdinand VII se décida à rétablir la loi salique pour le bien de l'Espagne. Bien que ce retour à la loi salique fût minutieusement préparé et mis en secret jusqu'à la mort du souverain, les enfants François de Paule et Charlotte, partisans de la pragmatique du 20 mars 1830, reçurent une lettre du comte de Parcent, leur manifestant la nouvelle, et à peine avisés, ils se mirent en route pour San Ildefonso, lieu où se trouvait le roi. À son arrivée, l'infante Charlotte réprimanda les ministres pour ne pas les avoir avisés de l'état du souverain. Puis elle convainquit ce dernier à abolir à nouveau la loi salique avec la déposition des ministres carlistes. Le 1er octobre, C.A. Bermúdez, libéral, fut chargé de la présidence du gouvernement. En signe de protestation, Don Carlos envoya une lettre datée du 24 avril 1833 au roi qui disait « J'ai des droits si légitimes à la couronne tant que je vive et que tu ne laisses pas d'enfant mâle. Droit que Dieu m'a donné juste quand sa volonté voulut que je n'ai blessé. Et uniquement Dieu ne peut les relever en te donnant un fils, ce que je désire tant, et peut-être plus que toi-même. Et en plus, je défends la justice des droits qui met, comment tous ceux qui sont appelés, je défends la justice du droit de ceux qui sont appelés après moi. Rétabli de ce malade, Ferdinand VII retourna à Madrid et le 4 janvier 1833, il reprenait en main les affaires du royaume en associant la reine au conseil. Les commandants de la garde civile furent remplacés par les généraux Quesada et Freire, ainsi que le général Cruz, secrétaire de guerre. On élimina une grande partie des officiers ayant servi
de 1820 à 1823. Et finalement, on accorda le commandement suprême des affaires, on accorda le commandement suprême des affaires des officiers. Et finalement, on accorda le commandement suprême à des on accorda le commandement suprême à des officiers libéraux. Le 13 mars, l'enfant Don Carlos et sa famille, avec la princesse de Beiras, partirent pour l'exil. Ils fixèrent la résidence au Portugal. Le 7 avril, les Cortés recevaient et proclamèrent leur fidélité à la princesse Marie-Isabelle, qui reçut le titre de princesse des Asturies. Et le 20 juillet eut lieu au monastère de Saint-Jérôme de Madrid la proclamation solennelle de l'héritière du trône. Le 29 septembre, Ferdinand VII rendit son âme à Dieu, laissant pour régente de l'Espagne sa femme, la reine Marie-Christine. Le 24 octobre, à Madrid et autres villes espagnoles, les héros proclamèrent à Isabelle II, reine d'Espagne et des Indes. La plus grande partie des Espagnols étaient antilibérales, mais beaucoup d'entre eux restaient fidèles à la foi et à la tradition, suivirent à la reine et à la régente, qui adressa au peuple un manifeste dans lequel elle promettait maintenir la religion et la monarchie. Les partisans de Don Carlos, réunis dans le nord du pays, proclamèrent à ce dernier roi d'Espagne et des Indes sous le nom de Charles V. Il y a un Charles V, qui en réalité, qu'on appelle Charles Quint. Il était Charles Ier de Castille et d'Aragon, d'Espagne, et 5e d'Allemagne, de l'Empire romain germanique. Don Carlos envoya un manifeste au peuple déclarant être le roi légitime par volonté divine. Les divisions armées de Don Carlos, dirigées par le général Tomás Zumalcárregui, étaient pour peu nombreuses au début, mais finalement elles s'emparèrent de tout le nord, sauf de Saint-Sébastien et de Pampelune. Le 10 avril 1834, la régente signa le statut royal, par lequel se créent 2 chambres pour discuter les lois, pouvant les membres de ces chambres prendre le droit de parole et de demande, se recevant la régente la faculté d'octroyer leurs demandes. Don Carlos, qui se trouvait au Portugal, conspira contre la reine le 18 avril. Le général Rodil passait la frontière avec 3000 hommes pour aider l'empereur du Brésil, Dom Pedro, qui soutenait les droits de sa fille, la reine Maria da Gloria, contre ceux de son frère Don Miguel, au trône du Portugal. Ami de Don Miguel, le prétendant Don Carlos dut abandonner le Portugal
et s'embarquer pour l'Angleterre. Et d'ici, il partira pour le Pays Basque, entièrement dominé par ses addicts. Le 22 avril, les gouvernements de Grande-Bretagne, France, Espagne et Portugal signaient à Londres le pacte de la quadruple alliance par lequel les deux grandes puissances d'alors se compromettaient à soutenir les droits des reines Doña Isabel et Doña Maria de la Gloria. La grande partie des partisans d'Isabelle étaient francs-maçons, et ce sont ce soi-disant bons patriotes qui accusèrent les moines d'avoir empoisonné les eaux pour occasionner le choléra, et le 17 juillet tombaient vilement assassinés 65 religieux. 65 religieux. Crime impardonnable pour un peuple catholique. En 1834, le 24 juillet, les Cortés exclurent du trône à Don Carlos et à ses descendants. Cette loi fut approuvée le 25 octobre suivant par la régente. Le 18 janvier 1834 éclata une révolution pour rétablir la Constitution de 1812, et le résultat fut l'avènement à la présidence du gouvernement de Don Juan Álvarez Mendizábal, dont la première mesure fut la suppression des biens monacales, devenus propriété nationale, 1836. Le 24 juin, mourait au siège de Bilbao le général chef des carlistes Tomás de Zumalcárregui, qui laissait sur son testament les suivantes paroles. À mon épouse et à mes enfants, je laisse tout ce que je possède, l'honneur de mon nom et la reconnaissance de mon roi. Son roi, c'était Don Carlos, Charles V pour les carlistes. Le 18 juin 1838, la régente acceptait au nom de sa fille la constitution dite de 1837, conséquence des terribles mouvements militaires et révolutionnaires. La guerre fratricide fut favorable aux partisans de la reine, car une grande désunion existait dans l'armée de Don Carlos. En janvier 1836, furent assassinés à Barcelone 138 prisonniers carlistes, et les brigades et le brigadier Noguera, c'est un général de brigade, ça, fut fusillé à Tortosa. Fit fusiller, ah non, c'est pas fut, il fut fusillé, il fit fusiller à Tortosa, à la mer de Cabrera, un des principaux chefs carlistes. En décembre suivant, le général Espartero vainquit les carlistes au siège de Luchana. Mort Zumalcárregui, Don Carlos désigna au général Rafael Maroto comme commandant suprême des forces traditionnalistes. Ce deuxième prépara un soulèvement contre son roi en faisant fusiller aux plus sincères addicts
à la Sainte Communion, l'appelant les carlistes, excusez-moi parce que prépara assurément contre ce roi en faisant fusiller aux plus sincères addicts à la sainte cause, comme l'appelaient les carlistes, les généraux Garcia, Guerque et Zang, parce que ces deux s'opposaient à une réconciliation avec la reine. Don Carlos, alors, Don Carlos, presque, Don Carlos, puisque employé par son félon de lieutenant, ne put empêcher l'accord de Vergara. Le 31 août 1839, dans les champs de Vergara, au nord de l'Espagne, avec une accolade entre le général Espartero, déjà duc de la Victoire, et le général en chef des carlistes, Maroto, chef des armées carlistes. Don Carlos cela marqua le fin de la première guerre carliste avec la reconnaissance de Doña Isabel pour reine d'Espagne et l'exil de Don Carlos et de 3000 civils et de 3100 soldats hostiles à Maroto. En 1840, il y eut une brève offensive carliste, mais elle fut vaincue rapidement. Jouet de tous les libéraux, la régente avait servi de symbole à la domination contre les prétentions de Don Carlos. Mais maintenant, les libéraux se tournèrent contre elle. Et le 12 juillet 1840, elle renonce à la régente en faveur du général Espartero. Le 10 juillet 1841, le régent Espartero nomme à Don Augusto Argeles, président du Congrès, tuteur de la reine, mais comme la reine-mère Marie-Christine avait été exilée lors de sa renonce à la régente. Le gouvernement provoqua une rébellion populaire pour confisquer tous les biens du clergé séculier. En 1843, la jeune reine Isabelle II prit en main le pouvoir, mais son premier ministre, Olzaga, fut remplacé par González Bueno pour avoir dissous les Cortés. Nous continuerons à un autre moment ce chapitre qui est assez long.